Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Alors, nous écoutons maintenant, ça va nous remettre, c'est le café qui aurait dû nous remettre, mais là, c'est le contraire. Jacqueline Cerchiglini-Toulet, donc, qui est la spécialiste, mais spécialiste est un vilain mot, alors que ce qu'elle fait est si savant, mais aussi si sensible, si profond, etc. Enfin, la poésie de la fin française de la fin du Moyen-Âge, c'est elle. Et c'est elle depuis longtemps. Et nous lui devons tellement tous que ce n'est même pas la peine de le redire. Et puis aussi, nous nous connaissons depuis si longtemps. Moi, j'ai l'impression que tout le monde la connaît aussi bien que je la connais. Les choses vont de soi, mais les années n'ont pas atténué le plaisir, l'intérêt et l'admiration que j'ai toujours à l'entendre. C'est pourquoi je l'entends à nouveau avec plaisir. Merci beaucoup. Quelle est la différence entre un texte vieilli et un vieux texte ? Le point de vue, dans un cas, est directement subjectif, dans l'autre, il se donne comme objectif. Un vieux texte relève d'une période ancienne. Les dictionnaires ont une mention sous forme d'abréviation, VX, vieux, qu'ils accolent à des termes de civilisation, clister par exemple, ou à des sens. Ainsi, sous le vocable ennui, sens 1, VX, vif chagrin, grande tristesse, ou sous l'entrée gêne, sens 1, VX, torture, voire GN, souffrance extrême. L'abréviation, dans les cas qui portent sur des sens, serait plus adéquatement traduite par vieilli, mention que certains dictionnaires, d'ailleurs, donnent parfois en clair. Vieilli indique un processus, cela a bien vieilli, mal vieilli, entend-on parfois. Qu'est-ce donc, pour son lecteur, qu'un texte vieilli ? Un texte qui a inscrit dans sa texture le passage du temps. Un texte qui est lui-même et tout ce qui nous sépare de lui-même. Un texte qu'on ne comprend plus spontanément, mais qu'on aspire à comprendre, qui, d'une manière ou d'une autre, nous parle encore, comme on dit, mais par énigme. Cette question de la lisibilité d'un texte vieilli relève de trois ordres, sa matérialité, sa langue, son référent. Clément Marot éprouve ce décalage quand il lit Villon, et tous les lecteurs du XVIe siècle le ressentent par rapport au texte que leur livre le Moyen-Âge. La difficulté est d'abord matérielle. Ce qui gêne le lecteur est la graphie de ces textes médiévaux qu'il faut lire en manuscrit, et la présentation de ces derniers, où la manière de se repérer est différente de celle qu'offre le livre imprimé. Le constat est énoncé très simplement par un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est lyonnais, je le cite en hommage à un autre lyonnais à mes côtés. Cet auteur, c'est Pierre Salat, qui, dans sa réécriture en vers du Chevalier au Lion de Chrétien III, dit « D'y travailler, je fis tant qu'un conte en extraït, dont nul ne tenait compte, car trop était difficile à le lire. » Ou, avec une image plus concrète encore, dans le prologue de son Tristan et Lancelot, j'ai brièvement dessus mon nez assise mes lunettes pour déchiffrer l'être que n'ai lu net du bel Tristan qu'il vous plut me bailler, qui m'a souvent de nuit bien fait bailler, car les lettres étaient effacées
et les marges du parchemin cassé. Dans les deux cas, Sala, dont on se souvient qu'il a appelé sa propriété des coteaux de Fourvière à Lyon l'Antiquaille, donc Sala extrait des manuscrits qu'il lit, comme d'une carrière, des histoires, un conte en extraï pour le chevalier au lion, ou que vous en est si ce livre extrait pour son Tristan. La difficulté relève, dans un second temps, de la langue et du style. Rafraîchir des écrits médiévaux, rafraîchir c'est le mot qu'emploient ces auteurs, rafraîchir des écrits médiévaux consiste très souvent, pour les auteurs du XVIe siècle, à les faire passer du vers à la prose, mais on le note avec le Chevalier au lion de Pierre Sala, ce n'est pas toujours le cas. Toujours, en revanche, il s'agit de moderniser le vocabulaire, la morphologie et parfois la syntaxe. Répondant à la commande de Philippe de Clèves, qui lui a demandé de réduire le roman de la Rose de rhétorique en prose, donc on comprend là que rhétorique veut dire du vers à la prose, Jean Molinet constate, car puis le temps que le roman fut premier compilé, notre langage est fort agenci, donc il est rendu plus plus joli, plus beau, fort mignon et renouvelé. Il s'agira alors pour lui de ne pas amoindrir les sentences, ne les commuer, mais entrelâcherait, dit-il, à la fois, aucune diction moderne, laissant les autres en leur entier, si trop rudes ne sont ou hors d'usage. Il prône ainsi le recours au doublet synonymique dans la mesure du possible, et c'est bien ce que l'on observe à lire sa moralisation. Clément Marot, s'il rend hommage au progrès de la langue française accompli à la cour des rois et des princes, là où les jugements s'amendent et les langages se polissent, ne veut toucher à l'antique façon de parler de Villon. Il propose donc des notes explicatives en marge et tout un système d'indications diacritiques pour signaler ses interventions. Pierre Durand, adaptant Guillaume de Palerme, roman en vers du XIIIe siècle, déclare « Et je, considérant le langage qui était roman antique rimoyé, en sorte non intelligible, ne lisible à plusieurs, et traduit et transféré le langage de cette histoire en langage moderne français pour à chacun qui lire le voudra être plus intelligible. Il établit ainsi une sorte de proportionnalité. Le roman, au sens de langue, était au latin ce que le français est maintenant à ce qu'il appelle le roman antique. Ni intelligible, ni lisible, dit Guillaume Durand. Le troisième obstacle tient en effet à l'évolution des mœurs, au changement dans le référent. Clément Marot en a une claire conscience dans le cas de Villon, pour ce qui est des laits, trop ancrés dans le Paris du XVe siècle. Quant à l'industrie des laits qu'il fit en ses testaments, pour suffisamment la connaître et entendre, il faudrait avoir été de son temps à Paris et avoir connu les lieux, les choses et les hommes dont il parle. Et Marot de conclure, pour cette cause, qui voudra faire une œuvre de longue durée, ne prenne son sujet sur telle chose basse et particulière. Et pourtant, pourquoi Sala, Molinet, Marot, Guillaume Durand et beaucoup d'autres dérimeurs et remanieurs se portent-ils vers ces textes du Moyen-Âge? Quel charme les attire, eux et leur public? Quel goût les pousse à entreprendre ces relectures? Le premier charme est celui des histoires, d'un certain type d'histoire. C'est celui qui fonctionne encore
pour Jean de La Fontaine. Si peau d'âne m'était comptée, j'y prendrais un plaisir extrême. Marguerite de Navarre en rend compte sous forme d'un paradoxe dans l'Heptaméron. À Oisille, qu'une série d'arguments retient de raconter une histoire parce qu'elle contreviendrait aux règles érigées par la société conteuse. Ces règles, c'est une nouvelle doit être brève, d'une actualité récente, non transmise par écrit. Parlemente répond « Il est vrai, mais me doutant du conte que c'est, il a été écrit en si vieux langage que je crois que, hormis nous deux, il n'y a ici homme ni femme qui en ait ouï parler, par quoi il sera tenu pour nouveau. L'histoire est neuve parce qu'elle est vieille, elle est à proprement parler inouïe. C'est le récit de la Châtelaine de Vergy, 70e nouvelle dont Giovanna Angeli va nous parler. Les amateurs de vieux récits sont nombreux au début du XVIe siècle, si savants soient-ils par ailleurs en fait de mythologie et de textes de l'Antiquité. Jean Lemaire de Belge en est un bon exemple. Dans sa seconde épître de l'âme en vert, on rencontre aux Champs-Élysées des bêtes, Ourson, de Valentin et Orson, Bayard, des quatre fils Aymon, Mélusine, de Lusignan, la très noble serpente, ainsi que l'écrit Jean Lemaire. Et ce dernier soutient ses goûts, précisant dans la concorde des deux langages, à propos des prouesses du roi Alexandre le Grand, qu'elles sont décrites anciens romans dont aucun moderne ne tienne compte aujourd'hui. Toutefois, ceux qui mieux sèvent en font grande estime. Souvent, la trame merveilleuse plaît. Guillaume de Palerme, par exemple, que j'ai cité, est une histoire de loup-garou, et qu'on pense au succès des vieux récits dans la Bibliothèque bleue, à la Bibliothèque universelle des romans que Michel évoquait il y a un moment, donc du Comte de Tressan au XVIIIe siècle, et plus près de nous, à la collection que dirigeait Alfred Jean Roy chez De Boccard. On a tous des amateurs qui collectionnent ces petits livres, poèmes et récits de la vieille France. Le plaisir au récit peut se doubler d'un plaisir à la langue, mais ce dernier fonctionne seul également. Charme de l'archaïsme, de ce léger décalage qui rend fragile des mots et des tours que l'on reconnaît malgré tout et que l'on comprend de manière souterraine. On lit dans le journal de Julien Green, à la date du 22 août 1952, « Lu Villon avec le même plaisir, même quand le texte est obscur, jusqu'à en être indéchiffrable, il dit encore quelque chose qu'on goûte extrêmement. » La réflexion de Louis Aragon sur le vacillement de la langue, sur ce que l'on peut appeler la faute de français créatrice, réflexion qui court dans toute son œuvre, permet de cerner le phénomène. Il écrit dans Arma virumque cano, ce qui est la préface aux yeux d'Elsa, l'attrait extraordinaire qu'ont souvent les poètes des siècles préclassiques à sa source dans la liberté de leurs phrases, dans les incorrections qu'elles contiennent, ce mauvais ton, non des mots, mais de leurs flexions, qui les ont fait si longtemps écartés du trésor national. L'âge leur permet ce qu'on vous interdit et rend en eux poétiques des tours qui ont paru forcés et qui n'étaient peut-être que maladresse. La veille où Grenade fut prise, ainsi commence le fou d'Elsa, faute qu'Aragon commente admirablement. Lire un texte vieilli, c'est tenter de saisir ce charme du décalage, de le cultiver ou de le dépasser. Les raisons qui font se pencher sur ces textes peuvent être diverses. La nostalgie, une connivence profonde avec les thèmes et les formes abordées, la mélancolie, la mort par exemple. Le cas de Villon est fascinant
dans le phénomène d'enchâssement des sensibilités qu'il manifeste, de celle de ses lecteurs à la sienne propre. Marot lit Villon, Villon lui parle, mais il a le sentiment de lire un Villon trahi. Il le restaure. Les images employées sont celles de la couture, rhabillée, raccoutrée, et de la médecine. Il n'y a si expert chirurgien qui le sut penser sans apparence de cicatrice. Il le restaure non pour moderniser un texte, il veut garder l'antiquité de son parler, mais pour restaurer un sens, pensée philologique. Marot préserve cette épaisseur temporelle de la langue à laquelle il est sensible, et Villon joue lui-même dans son testament sur des décalages linguistiques. La ballade sur le passage du temps et la vanité des choses, qui clôt le cycle des dames et des seigneurs du temps jadis, met en scène un ancien français qui n'a plus cours au moment où écrit Villon. Donc celui-ci vieillit la langue volontairement. La formule de refrain est à cet égard typique, avec sa marque de cas-sujet. Autant en emporte Lee Vance. Quand le proverbe est cité à l'époque, c'est toujours sous la forme « autant en emporte le vent ». Donc le soulignement de Villon est particulièrement exemplaire, puisque la formule que tout le monde a dans l'oreille, c'est « autant en emporte le vent », et qu'il fait entendre cette marque de cas-sujet devenue, en tout cas dans des choses de cet ordre, désuète. Marot a été sensible à ce soulignement, lui qui donne pour titre à la pièce « Ballade en vieil langage français », mise en abîme du sentiment de la langue et de l'utilisation poétique de son évolution. Pourquoi, quelle que soit l'époque, Villon a-t-il toujours paru neuf, parlant à la sensibilité et à l'intelligence de celui qui le lit, qu'il s'appelle Marot, Théophile Gautier qui écrit parlant de Villon, c'est une poésie neuve, forte et naïve, ou Guillaume Apollinaire qui plus subtilement le réécrit. Pourquoi Boileau, dans son art poétique, peut-il porter ce jugement énigmatique sur le poète? Villon sut le premier, dans ces siècles grossiers, débrouiller l'art confus de nos vieux romancier. Je pense que, je ne sais pas si vous avez une explication, cette phrase pour moi me hante, et j'ai cru la comprendre il y a quelques années, je crois que je me trompais, et je crois qu'on se trompe sur le mot romancier. Je me demande si Boileau n'emploie pas au sens de qui emploie la langue romane. Enfin, ça sera peut-être un point de la discussion. Mais en tout cas, neuf et clair, quoi que l'on comprenne. Pourquoi le testament de François Villon ne vieillit-il pas? Nostalgie et satire vont souvent de pair. Alceste, contraint et forcé d'écouter le sonnet d'Oronte, laisse éclater sa colère. Il oppose au style figuré du sonnet le naturel d'une vieille chanson qu'il sait par cœur, la chanson du bon roi Henri. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il me fallut quitter l'amour de ma mie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux ma mie au guet, j'aime mieux ma mie. Heure de deux esthétiques, l'art de la pointe, du côté du sonnet, la chute sur laquelle joue Alceste, belle Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours, et l'art de la répétition et du refrain de l'autre. Heure de deux goûts, le goût présent, le méchant goût du siècle, et le goût d'avant, le goût du passé antérieur, le goût de nos pères. Le texte vieillit, pose la question de l'héritage. Alceste dit nos pères l'avaient bien meilleur, parlant du goût. Le texte vieillit pose la question de l'héritage, de la place du lecteur dans une lignée, fils de quel père? La rime n'est pas riche et le style en est vieux, commente Alceste.
Très vite, pourtant, le commentaire cède la place à la reprise et Alceste répète la chanson, comme envoûtée par son rythme, alternance de vers impairs de 7 et de 5 syllabes, légère claudication qui s'oppose aux octosyllabes du sonnet. Celui-ci s'achève par un jeu précieux et sur une rime masculine, toujours, qui renforce l'effet de clôture. La chanson laisse errer ses sonorités dans la mémoire par le jeu de l'assonance féminine, mi. Le charme du texte vieilli, c'est le charme de la répétition, de ce qui revient et vous hante, de ce qui insiste, lancinant, dans la mémoire. Le retour, la nostalgie, mais où sont les neiges d'antan? Mais ces neiges peuvent refleurir. Le retour peut être réappropriation, l'anachronisme fécond. Ancien et nouveau, antique et moderne, vieux et jeune, le Moyen-Âge a réfléchi sur ces couples dès l'origine et peut valoriser, selon les époques, les mentalités ou les tempéraments de chacun, l'un ou l'autre pôle, ou combiner leurs valeurs. La problématique de l'ancien et du nouveau se pose au christianisme à travers la pensée de l'Ancien et du Nouveau Testament, livre fermé et livre ouvert dans la représentation imagée. Les paraboles que l'on rencontre dans les évangiles, en particulier chez Matthieu, avec le vieux vêtement et la pièce d'étoffe neuve, les outres vieillies et le vin nouveau, sont significatives. Cette question hante aussi les clercs dans leur rapport à l'Antiquité. Comment révérer l'Antiquité et pourtant lui succéder? Comment hériter en quelque sorte? L'opposition de l'ancien et du nouveau, du vieux et du jeune, est d'abord matérielle. On lit dans les inventaires de bibliothèques médiévales des mentions comme celle-ci, que je tire de l'inventaire de la bibliothèque du roi Charles VI de 1423, sous le numéro 187, item, une vieille digeste en vieil latin couverte de vieil cuir blanc. Le marqueur vieille désigne la nature du texte, un code digeste ancien, sa langue, vieil latin, et l'aspect matériel du volume, vieil cuir blanc. Dans un inventaire imaginé, celui des biens demeurés du décès de l'amant trépassé de deuil de Pierre de Hauteville, on trouve répertorié un vieil roman de la Rose et un cahier de basse danse nouvelette. L'opposition vaut aussi pour désigner des styles. En musique, l'expression nova cantica au XIIe siècle distingue les versus nouveaux des tropes anciens. L'ars nova au XIVe siècle s'oppose à la musique monodique du XIIIe siècle. Guillaume de Machaut parle de vieille et nouvelle forge. La littérature comique et satirique propose, par exemple, une farce de digeste vieille et digeste neuve, toujours ces fameux codes de droit. En poésie, la vida du troubadour Charcamone dit qu'il trouva vers et pastoretta à la usanza antiga, des chansons et des pastourelles à l'ancienne mode, alors que beaucoup de troubadours proclament qu'ils composent chansonnetta nuova, des mots et des sons nouveaux. Certains textes unissent les valeurs des deux pôles. La vie de sainte Euphrosine, au début du XIIIe siècle, déclare chanter 9 chansons de belle antiquité, 9 chansons del temps anciennour. De vieilles mériens, 9 maisons, dit le proverbe avec lequel joue le Moyen-Âge. On peut produire un texte vieilli, comme le fait Villon avec sa ballade en vieil langage français, c'est le jeu avec l'archaïsme. On peut rêver à l'infini, au mythe de la fontaine de jouvence, au renouvellement, au rajeunissement des corps, des esprits et des textes. Étienne Pasquier, l'auteur des Recherches de la France au XVIe siècle, analyse dans une de ses lettres intitulée
quelle est la vraie naïveté de notre langue et en quel lieu il la faut chercher. Donc Pasquier analyse les raisons qui l'ont poussé à entreprendre ces lectures gigantesques et admirables. Il écrit « Non pas pour nous rendre antiquitaires, ans pour les transplanter en nous. » Lire un texte vieilli, c'est toujours le réécrire, au Moyen-Âge comme aujourd'hui. Selon les termes de Paul Ricoeur, l'interprétation d'un texte s'achève dans l'interprétation de soi d'un sujet qui désormais se comprend mieux, se comprend autrement, ou même commence à se comprendre. Palingénésie, j'emploie le mot en hommage à nos collègues 19e, le texte est toujours deux fois né.